pour le dernier segment de notre colloque. Alors, comme promis, on souhaiterait maintenant vous présenter brièvement les principaux résultats de 2 projets de recherche-action que nous avons menés avec plusieurs partenaires depuis 2018, en fait. Cette présentation va se diviser en 2 parties. Dans un premier temps, Anne-Claude et moi allons vous présenter la démarche et les résultats, principaux, saillants de ces 2 projets. Et puis dans un deuxième temps, on aimerait donner la parole à certains de nos partenaires et collaborateurs, des collaboratrices également, qui ont pris une part active dans ces projets. Compte tenu de ces sempiternelles contraintes de temps, tous nos partenaires et collaborateurs, collaboratrices n'auront pas la chance de monter sur scène à nos côtés aujourd'hui. Et donc, puisque je n'aurai plus l'occasion de le faire directement, je voudrais tout de suite remercier Indou Krishnamurti et son équipe de Crédit Montréal, ainsi qu'Anil Côté et son équipe du CISIM pour leur précieuse collaboration dans les projets. Euh, Avant de débuter, j'aimerais le temps de remercier nos partenaires et nos bailleurs de fonds, hein, sans qui ces projets auraient été vains, sans intérêt et probablement aussi sans véritable portée. Je vais me réserver un petit moment dans un instant pour les présenter de façon plus détaillée. J'aimerais aussi mentionner que l'équipe de l'IRIPI est un collectif, qui a regroupé une très, très grande diversité de personnes et d'expertises. Hein, je vois d'ailleurs sur mon écran, Ralph Maloudi-Baka que je salue et que je remercie au passage pour sa contribution dans les projets. Évidemment, je peux pas en aussi peu de temps rendre justice à la contribution des dizaines et des dizaines de personnes qui ont travaillé avec nous depuis 2018, mais j'aimerais prendre un instant pour, souligner la contribution de 2 personnes qui ont investi beaucoup de temps, d'énergie et sans doute aussi quelques épisodes d'insomnie dans ces projets. Aude Lantier et Patrice Plouffe, je vous remercie au nom de l'IRIPI et de nos partenaires pour votre contribution dans les projets. Alors, je ne vois pas si le document de présentation est là. Il y est bien. Alors, je continue. Rapidement, alors, sur le cadre, la démarche et les objectifs poursuivis dans le cadre de ces 2 projets. Donc, comme mentionné plus tôt, à l'IRIPI, on arrive au terme d'un cycle, en fait, au cours duquel on a été très, très, engagés, sur de multiples chantiers liés à l'entrepreneuriat des personnes immigrantes. Notre équipe de recherche a été mise au service de multiples initiatives, dont les 2 principales ont pris la forme de recherche-action. Ce que nous aimerions vous présenter aujourd'hui, heu, est la synthèse, hein, des résultats de ces 2 projets. Heu, Au fond, ces 2 projets ont été orientés par la même question, hein, que vous avez sous les yeux, hein, qui se formule ainsi: dans le respect de leur mandat et de leur champ d'expertise, comment et à quelles conditions les organismes qui offrent des services d'aide à l'intégration aux personnes immigrantes, hein, plus concrètement dans le projet, il s'agissait de l'organisme Promis et des 2 Carrefour Jeunesse Emploi partenaires, eh bien, comment ces organismes peuvent contribuer à répondre plus efficacement aux besoins d'accompagnement des aspirants immigrants à l'entrepreneuriat. Ces 2 projets ont aussi été orientés par la même visée pratique, à savoir qu'il s'est agi de co-créer, de co-développer des outils adaptés au contexte de pratiques propres à ces organismes. Heu, 2 mots sur le premier projet, qui est à gauche sur la diapositive et qui est intitulé «L'entrepreneuriat immigrant, quelle place pour la démarche Living Lab dans l'intégration socio-professionnelle des personnes immigrantes?» Ce projet-là est né de la volonté de l'organisme Promis de développer un nouvel axe de service dans l'organisation et qui serait susceptible de répondre à certains besoins d'accompagnement non comblés des personnes immigrantes intéressées par l'entrepreneuriat. Donc, dès le départ, hein, dès les premières discussions avec l'organisme Promis, avec les autres partenaires qui nous ont accompagnés, il a été jugé nécessaire de s'assurer que cet axe de service réponde adéquatement aux besoins des usagers et des usagères et qu'il complète plutôt qu'il ne dédouble les services existants dans l'écosystème entrepreneurial. C'est en grande partie ce qui explique le recours à l'approche Living Lab qui a pour principale caractéristique de centrer la démarche d'innovation sur les usagers et les usagères et d'inviter les parties prenantes à réfléchir globalement, hein, comme écosystème, à l'amélioration de leurs services à la lumière des besoins et des aspirations des usagers et des usagères. Ce projet a eu lieu entre 2018 et 2021. Il a été réalisé grâce au financement du CRSNG
et il a réuni plusieurs partenaires, dont Promis, PME Montréal Centre-Est, Microcrédit Montréal et le Césime. Je tiens une nouvelle fois à les remercier. Plusieurs activités de recherche et de co-création d'outils ont été proposées dans le cadre de ce premier projet. Je dirais qu'au niveau méthodologique, ce projet a eu ceci de particulier qu'il a pu se nourrir directement, en fait, d'une expérimentation avec une cohorte d'une vingtaine de personnes immigrantes désireuses de se lancer en affaires et auprès de qui des activités de formation, de coaching et de réseautage ont été testées et évaluées. Ce premier projet a permis de développer une première trousse d'outils destinée aux conseillers et conseillères en emploi de Promis. Le deuxième projet complémentaire, dont les grandes lignes figurent à la droite de la diapo, a débuté en 2019 et a permis d'intégrer la perspective de l'entrepreneuriat coopératif aux résultats du projet précédent. Ce projet s'intitule L'entrepreneuriat coopératif au service de l'intégration professionnelle, sociale et civique des personnes immigrantes. Il a pu bénéficier du soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec à travers le programme PART Innovation sociale. Le projet a été mené en collaboration avec l'organisme Promis, toujours, le Carrefour Jeunesse Emploi de la Chine, le Carrefour Jeunesse Emploi de l'Ouest de l'île de Montréal et la CDRQ, la Coopérative de développement régional du Québec. Ce projet a d'abord permis de combler, je dirais, un vide en termes de connaissances, puisqu'aucune étude au Québec n'avait jusque-là porté sur le phénomène de l'entrepreneuriat coopératif des personnes immigrantes. Le projet a aussi, et peut-être surtout, permis d'investir ces connaissances dans le développement de ressources d'intervention adaptées et innovantes pour les conseillers et conseillères en emploi du milieu communautaire. Les résultats de la recherche et l'engagement de tous les partenaires dans la démarche de co-création ont permis d'enrichir considérablement la première trousse d'outils destinée initialement à Promis et qui, cette fois, donc, a été aussi adaptée au contexte d'intervention de nos deux Carrefour Jeunesse Emploi partenaires. Je laisserai maintenant le soin à Anne-Claude de poursuivre notre présentation. Merci Jérémy. Alors vous allez me voir regarder un peu sur le côté parce que ma présentation est sur mon deuxième écran, mais je suis là, je continue à être avec vous. Alors, voici les 4 principaux grands groupes de résultats qui sont issus de ces deux recherches-actions. On a mis à part le premier qui vient de le mentionner, comme le vient de le mentionner Jérémy, c'est la vision intégrée des enjeux d'accès et d'inclusion des personnes immigrantes à l'écosystème entrepreneurial. Puis ce point-là va se répartir et rebondir sur les 3 autres points en fait qui sont en dessous. Donc le deuxième groupe de résultats que nous avons recueillis suite à ces deux recherches-actions, c'est vraiment la validation et la précision des défis et besoins des personnes immigrantes et comme on l'a vu ce matin, en gardant les nuances. C'est aussi ça l'intérêt du Living Lab, c'est qu'on garde les nuances de ces personnes. On n'essaie pas de catégoriser tout de suite, mais qu'on garde les nuances des personnes qui nous accompagnent tout au long du processus. Donc on est allé valider, oui, il y a des besoins communs, mais il y a aussi des spécificités et des réalités différentes et on les a amenés jusqu'au bout du projet, jusqu'à l'étape de concevoir les solutions. Un autre résultat, ben bien sûr, c'est un résultat, puis CEMU va être heureux, c'est un résultat concret et terrain avec le développement d'un service d'accompagnement vraiment adapté aux différentes spécificités des différents profils, du mieux qu'on peut, de personnes immigrantes et intégrer à la fois à l'approche, je dirais, holistique, puis je reviendrai dessus, des organismes communautaires qui ont une approche justement du parcours de la personne immigrante en premier avant de travailler avec elle son projet de vie. Donc ça va être intégré à leur pratique actuelle et intégré à l'écosystème. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jérémy, l'idée n'était pas de dédoubler des services. L'idée était de voir comment on pouvait compléter les services en offrant des services adaptés à différents profils de personnes immigrantes pour qu'elles puissent se rattacher ensuite à l'écosystème et aux services offerts à l'ensemble des personnes aspirantes entrepreneurs. Et le dernier résultat de ces recherches-actions, ça a été la co-conception d'une boîte à outils pour les conseillers et conseillères de Promis et des CJE pour accompagner les personnes immigrantes pour avoir accès et être inclus
dans l'écosystème. Alors, je vais les passer rapidement, ces quatre groupes de résultats. Lorsque Jérémy l'a déjà mentionné, c'est une vision intégrée, c'est-à-dire que les limites et besoins pour accéder et cheminer sur le parcours entrepreneurial, le résultat, c'est le croisement de la perspective des personnes immigrantes. Donc, elles, comment elles le vivent, comment elles ont vécu leur expérimentation. On a aussi interviewé des personnes immigrantes qui étaient entrepreneurs et qui étaient passées à travers l'écosystème. Puis on leur a vraiment demandé, ben, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui a été difficile, quelles limites vous voyez, quels obstacles vous voyez. Mais on est aussi allé chercher du côté des acteurs de l'écosystème. Pour eux, leur demander, ben, par rapport aux personnes que vous accompagnez immigrantes actuellement, déjà quel profil vous voyez. Donc là, on a vu aussi les stéréotypes. Ça nous a aidé aussi à déconstruire en faisant ce travail-là, parce qu'on a vu émerger des stéréotypes et se rendre compte qu'il y avait des stéréotypes. Et on leur a demandé, ben, qu'est-ce que vous voyez comme quels besoins vous voyez, puis comment vous pourriez y répondre? Est-ce qu'il y a des limites? Et il y en a plusieurs qui ont mentionné, ben oui, on voit ce besoin-là, mais nous, avec le cadre dans lequel on doit travailler, on ne peut pas y répondre à ce besoin-là. Donc, on est allé voir aussi ce côté-là et on est allé voir du côté des organismes d'aide à l'intégration des personnes immigrantes qui ont, on l'a noté, cette valeur ajoutée. On l'a noté tout à l'heure, l'importance, et Kirsten l'a souligné, l'importance du parcours de chacun qui est très différent. Mais l'approche des organismes d'aide à l'intégration, c'est cette approche-là. C'est de considérer l'ensemble des dimensions de la personne, l'ensemble de son vécu, sa situation familiale, sa situation financière. Donc, c'est cette approche-là. Et c'est cette valeur ajoutée, en fait, qui est ressortie à travers l'étude. Mais aussi, on a vu les limites des conseillers et conseillères qui ont dit, mais oui, mais moi, l'entrepreneuriat, je ne sais pas, je ne connais pas, c'est une voie que je ne connais pas. Je sais accompagner vers l'emploi, mais accompagner vers l'entrepreneuriat, quel va être mon rôle? Aussi, une inquiétude en disant, ben, je ne suis pas un expert comme quelqu'un qui est dans le système, dans l'écosystème. Je ne serai pas capable d'évaluer, moi, un projet, les forces et faiblesses d'un projet. Donc tout ça a été amené euh, au départ. Donc, dans les besoins, la validation des besoins, on ne reviendra pas dessus. Ils ont été beaucoup mentionnés ce matin. Il y a peut-être deux nuances qu'on apporte. Donc, de dire qu'on a amené ces besoins-là avec toutes les nuances, on a vraiment essayé de les garder jusqu'à la fin du processus, jusqu'à l'initiation des solutions. Et l'autre chose aussi, le point qu'a amené Jérémy aussi, c'est d'amener aussi la perspective de l'entrepreneuriat collectif. Donc, d'aller explorer ça. Par exemple, deux exemples. Quand on parle de capital social limité, ben c'est sûr que quand on va vers l'entrepreneuriat collectif, c'est un obstacle supplémentaire. Quand vous déposez un projet, il faut être 3 personnes au départ. Donc, il faut avoir créé un réseau, il faut aller chercher. Donc, ça peut présenter un obstacle supplémentaire. Il y a des solutions à mettre en place. En revanche, quand vous allez sur le capital financier limité, là, l'entrepreneuriat collectif est un levier parce que ça diminue les risques de l'entrepreneur. On parlait tout à l'heure que beaucoup d'entrepreneurs allaient sur leur marge personnelle, dans leurs économies. Donc là, d'aller vers un modèle collectif, ça va limiter les risques de l'entrepreneur. Donc on a aussi gardé aussi toujours cet œil sur mais comment ça se passe par rapport à l'entrepreneuriat collectif. De ça sont nés des besoins, ce sont des obstacles, donc on les a transformés en besoins. Et ça a été notre question. Donc là, qu'on a comparé ces besoins par rapport à ce qu'offrait actuellement l'écosystème. Donc on l'a mentionné tout à l'heure, il y a des limites. L'écosystème qui sont dues à son cadre, à sa structure, donc peu ou pas de ressources d'accompagnement pour les premières étapes de la phase de pré-démarrage. Et ça, c'est important, c'est la phase où la personne, comme on l'a dit, elle a plusieurs voies pour réaliser son projet de vie en tant que personne immigrante qui arrive au Québec. Il y a l'emploi, il y a la formation, mais il y a l'entrepreneuriat. Et cette réflexion-là, elle doit être accompagnée. Et dans l'écosystème, ben souvent, il y a un manque de temps. On doit arriver avec déjà un projet pas mal monté, on doit déjà avoir fait un peu la preuve de notre idée, on doit déjà vendre notre idée pour pouvoir avoir accès en général à du financement. Donc l'étape préalable de réflexion avec l'entrepreneur qui se dit, ben moi, est-ce que je vais en emploi, est-ce que je lance mon entreprise, ça c'est quoi la meilleure façon pour moi pour réaliser mon projet de vie, elle n'est pas accompagnée.
Deuxième défi aussi rencontré par les acteurs de l'écosystème et par les entrepreneurs, c'est que souvent, ce qui est proposé, ça demande un engagement important dès les premières étapes de prédémarrage. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec Sémou et Madeleine aussi, qui disaient, ben, une femme monoparentale, elle peut peut-être pas prendre la formation lancement d'entreprise qui demande 20 heures d'implication par semaine, 20 à 25 heures d'implication par semaine. La personne qui a un emploi, donc travailleur, ça peut être un travailleur qualifié ou une travailleuse qualifiée qui travaille depuis 3 ans, mais qui est en train de se questionner, de se dire, bah, est-ce que je pars à mon compte, est-ce que je pars une entreprise ou est-ce que je vais vers un autre emploi dans une autre organisation? C'est pareil. La disponibilité n'est pas la même. Donc, on ne peut pas demander à ces personnes-là d'être déjà totalement engagées et totalement mobilisées pour faire la preuve qu'elles ont leur place en entrepreneuriat. Donc ça aussi, ça a été mentionné. Et enfin, le dernier point, on en a parlé aussi, l'écart entre la culture d'origine entrepreneuriale et la culture québécoise et nord-américaine. Donc ça, c'est ressorti. Il n'y a pas forcément, les acteurs de l'écosystème n'ont pas forcément cette compétence-là pour l'expliquer, cette connaissance, mais surtout n'ont pas le temps non plus de le faire. On fait une séance d'information pour tout le monde, puis on va accompagner ceux qui ont déjà des projets un peu plus matures. Donc ça aussi, c'est ressorti. Tout ça a démontré la preuve et l'importance en fait que peuvent avoir les organismes d'aide à l'intégration dans cette préparation vers la voie entrepreneuriale. Donc la question qui s'est posée d'innovation, hein, le comment pourrions-nous, c'est notre question d'innovation, comment pourrions-nous accompagner, outiller ces personnes immigrantes avec différents profils, que ce soit le travailleur qualifié ou que ce soit la femme marginalisée qui veut revenir sur le marché du travail et qui peut-être la voie entrepreneuriale est une voie pour elle, comment on peut les accompagner dans cette phase de réflexion? Alors, d'autres questions sont posées par les conseillers et conseillères, et c'est vraiment en co-construction que c'est défini le rôle des organismes d'aide à l'intégration et le rôle des conseillers. Donc, toujours, hein, les personnes immigrantes ont eu à se positionner, les acteurs de l'écosystème étaient là aussi pour réfléchir à cette question-là, ainsi que les organismes d'aide à l'intégration. Et ce qui est ressorti, c'est que le rôle, c'est vraiment de faire cheminer l'aspirant et l'aspirante entrepreneur dans les étapes préliminaires du parcours entrepreneurial. Le focus est mis sur la personne et non sur le projet. La valeur ajoutée des conseillers et conseillères, c'est justement cette connaissance de ce parcours, des étapes d'un parcours d'intégration, des étapes d'un parcours d'immigration. Donc, c'est vraiment cet axe-là pour aider la personne à confirmer sa volonté d'engagement. Est-ce que la voie d'entrepreneurial, maintenant, c'est celle-là qui va me permettre de réaliser mon projet de vie au Québec? Est-ce que c'est celle-là vraiment? Puis des fois, c'est peut-être celle-là, mais pas tout de suite. La réponse, on va le voir dans le parcours, ça peut être, bah oui, c'est celle-là, mais pas tout de suite. Peut-être que j'ai autre chose à vivre avant, mais au moins je comprends pourquoi c'est pas tout de suite et au moins je ne perds pas ce temps-là à y aller et à vivre plein d'échecs parce que c'est aussi ça la réalité. Si je m'engage sur ma marge, si je vis des échecs, je peux vivre, c'est des gros risques que je prends. Hein, on l'a dit, c'est des plus gros risques peut-être que d'autres personnes. Donc, ça évite aussi de prendre ces risques, mais en connaissance de cause. Esquisser les premiers contours de son projet, ben, c'est quand même mettre les mains dans la pâte et y aller déjà. Et puis enfin, initier la mobilisation des ressources. Donc, c'est toute la question de connaître justement quelles sont les ressources et surtout les faire intervenir au bon moment. Parce qu'il y en a des ressources, il y en a beaucoup. Mais quelles sont les meilleures ressources au moment et à l'étape où j'en suis? Ça, j'ai besoin d'être guidée. Puis je pense que c'est valable pour une personne immigrante, mais c'est valable aussi pour les natifs qui se retrouvent aussi devant cette pléthore de services. Donc, on est arrivé à un parcours. Je vais aller un petit peu plus rapidement sur cette partie-là. Et il y a deux étapes qui ont été identifiées, vraiment l'étape exploration et l'étape prévalidation. L'étape exploration, c'est vraiment un focus sur la personne, de dire où est-ce que tu en es dans ta vie et justement de regarder tout le schème qui est là dans sa vie. Et est-ce que c'est la formation, est-ce que c'est l'emploi, est-ce que l'entrepreneuriat? On va réfléchir ensemble.
Donc, la posture hein, du conseiller, de la conseillère, c'est vraiment une posture de coach. On en a parlé tout à l'heure, là, c'est vraiment une posture de coach. Donc, c'est sur la personne qu'on travaille, c'est pas sur le projet, même si on va lier les deux à un moment donné. Donc, différentes choses qui vont être réalisées à cette étape-là, coévaluer le niveau de compétence, identifier les motivations et surtout être sensibilisé justement aux écarts culturels. Hein, notamment, puis d'autres sensibilisations, mais celui-là est particulier justement pour les personnes immigrantes. À la fin de cette étape-là, la personne peut dire bah oui, c'est pour moi, non, c'est pas pour moi, ou bah, je vais y aller plus tard. Mais au moins, je sais pourquoi et j'ai déjà une connaissance et j'ai déjà une réflexion et une perspective entre ma réalité et ce que ça demande d'être entrepreneur. La deuxième étape, si c'est un oui, c'est la prévalidation. Donc là, comme on le disait, c'est de mettre en action la personne. Là, c'est vraiment une approche par effectuation, c'est-à-dire que vraiment la personne va aller sur le terrain. Mais au lieu de lui donner une liste de choses énormes à faire, on va l'aider à focuser sur certaines choses. OK, tu veux valider ton projet? Ben, OK, il va falloir que tu ailles voir 3, 4 personnes. OK, puis tu reviens, puis on en discute. À chaque fois, il y a du coaching, il y a de l'accompagnement. Puis je te donne des outils aussi. Il faut que tu fasses du réseautage. Ben, regarde, on va déjà faire une petite séance de comprendre comment ça fonctionne le réseautage. Toi, ça fonctionnait comment chez toi, le développement des liens? OK, OK, bon, ben, ici, c'est peut-être pas pareil. Là, va peut-être falloir que, voilà, ici, ça fonctionne comme ça, ou peut-être que. Donc, il y a vraiment tout cet échange. Donc, acquisition de clés aussi essentielles pour poursuivre après sur le parcours entrepreneurial régulier. Et là, en fait, il y a un relais qui va se faire et le relais est important, le continuum aussi. Si on garde la personne au centre, si on veut garder la personne au centre, ça veut dire que quand elle arrive vers les acteurs, il ne faut pas qu'elle ait à raconter à nouveau son histoire. Il ne faut pas qu'elle ait à nouveau à faire la preuve. Donc, c'est là aussi que le lien est très important et le relais, la collaboration entre les acteurs de l'écosystème est vraiment importante et ça facilite vraiment le cheminement. Pour accompagner à la fois nos différents personnes entreprenantes, personnes immigrantes, aspirantes entreprenantes et les conseillers aussi, pour qu'eux aient un guide et un cadre d'intervention. Il y a 10 outils qui ont été développés à partir de la première étape jusqu'au relais en fait vers l'écosystème. Voilà, donc des outils qui ont été aussi adaptés aux personnes immigrantes. Donc vraiment adaptés avec des questions spécifiques qui sont en lien avec leur réalité et qui ont été aussi adaptés avec le volet entreprise collective. Donc il y a eu vraiment les deux travails. Donc ça s'est fait notamment avec des communautés de pratique où il y a eu vraiment un travail, une co-construction de ces outils-là. Donc voilà, au niveau des caractéristiques d'innovation, je pense que Jérémy les a mentionnées au début. Donc je ne vais peut-être pas les répéter, mais démarche d'innovation par rapport au Living Lab notamment, ça a amené à déconstruire des stéréotypes entrepreneuriaux dans le processus lui-même de recherche. On est allé déconstruire et pour nous-mêmes, amener des nuances, puis les garder jusqu'à la fin aussi sur les profils d'entrepreneurs immigrants. Exploration de l'entrepreneuriat collectif et enfin une co-construction d'un service d'accompagnement adapté aux personnes immigrantes et à celles des conseillers et des conseillères. Alors, je pense que c'est le temps de laisser la parole à nos acteurs principaux hein, qui ont été justement pendant ces 2 années sollicités puis impliqués dans la co-construction. Donc, Jérémy, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Anne-Claude. Alors, effectivement, il nous reste à peu près 15 minutes avant la fin de notre colloque et on souhaitait donner la parole effectivement à nos partenaires. Hein, je rappelle qu'il s'agissait de recherche action partenariale, participative. Donc, on s'est dit qu'ils étaient sans doute les meilleures personnes, en fait, pour parler du projet à travers leurs témoignages. On a la chance d'accueillir 5 personnes avec nous. Et j'aimerais accueillir et vous présenter en premier lieu Delfino Campanile, qui est directeur général de l'organisme Promis. Hein, comme j'ai eu l'occasion de le mentionner déjà, Promis a été au cœur des activités menées dans les 2 projets hein, de recherche-action, je dirais du premier jusqu'au dernier jour. Alors, Delfino, si tu es parmi nous, je te souhaite la bienvenue de vive voix. Je te remercie d'être ici présent et je te poserai une première question.
Delphino, est-ce que tu pourrais nous parler des origines du projet et du rôle que Promis a joué dans sa conception, en fait? Et merci beaucoup, Jérémy, puis merci à l'IRIPI aussi pour l'invitation à ce je trouve, formidable colloque. Je vais essayer de concis. Écoutez, Promis, pour rassurer les gens, n'est pas un organisme en entrepreneuriat. Nous sommes un organisme d'aide aux personnes immigrantes. Nous intervenons sur l'ensemble de l'île de Montréal. Ça fait 34 ans que nous existons. Et nous recevons en temps normal environ 5000 personnes immigrantes par année. Les origines du projet, c'est en lien avec deux de nos services, le service d'aide à l'emploi et le service d'aide pour l'établissement en région, où ce qu'on rencontre plusieurs personnes immigrantes intéressées à voir quelle façon ils pourraient effectivement s'intégrer au plan socio-professionnel. Et souvent, les personnes qui nous amenaient des éléments de questionnement au niveau des possibilités d'entrepreneuriat se retrouvaient des fois pas toujours bien fités, si j'utilise le terme, avec des ressources déjà spécialisées existantes dans le domaine. Les gens qui n'avaient pas nécessairement des idées claires, on parle précisément pas des gens avec des projets déjà très précis, qui sont prêts à aller de l'avant, on parle des gens qui sont encore en mode exploration. Et pour nous, au niveau de nos services d'emploi, Région Montréal, eh bien, l'entrepreneuriat est aussi un volet potentiel pour créer son propre emploi et d'autres par la suite. Alors, la question était de dire de quelle façon qu'on peut s'assurer que nos usagers sont mieux liés à des ressources spécialisées, s'assurer que, dans le fond, sont mieux préparés à maximiser les services qui sont offerts par ces ressources-là. Et les constats qu'on a fait à travers les années, puis en 2016-2017, on a fait une tentative avec l'IRIPI pour voir comment on peut aller plus loin. Le but pour nous, c'était de voir, sans développer des services spécialisés en entrepreneuriat, ce n'est pas notre but, c'est comment s'insérer dans une démarche complémentaire, mais mieux informée, mieux structurée. Alors nous, ce qu'on voulait savoir, dans le fond, c'est quoi vraiment les facteurs facilitateurs, les éléments pour faciliter l'intégration au processus d'entrepreneuriat pour les personnes immigrantes, c'est quoi les obstacles, c'est quoi, dans le fond, l'écosystème, on parle de 2016-2017, il a beaucoup évolué depuis, avec lesquels les gens doivent naviguer, et nous, on connaissait peu ou pas, on connaissait certains partenaires, PME Montréal, les CEDEC avant ça, et microcrédit et autres, mais on s'est dit c'était important de savoir un peu c'est quoi le portrait pour être en mesure de mieux aiguillonner nos usagers vers ces ressources-là et avoir le meilleur des potentiels de soutien de ces ressources-là aussi. Alors, la lecture qu'on a faite à l'époque, c'est de dire, il semble avoir un espace en amont, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui pré-démarrage, pour voir comment on peut mieux aider les personnes qui veulent explorer ce concept-là sans avoir idée précise, pour aller plus loin dans leur démarche. Et par la suite, une fois qu'ils sont arrivés à un point, ils disent oui, ça me tente d'aller de l'avant. Et à ce moment-là, de façon beaucoup plus structurée, référer à des ressources spécialisées, dépendant du profil de la personne, ses intérêts, la nature du projet. Et nous, on maintient un lien pour s'assurer que la personne, elle est bien reçue. Et par la suite, le lien se fait d'une façon, on espère, concluante pour la personne immigrante. Alors, ça nous permettait de voir un peu comment que cet élément-là peut être mieux occupé, parce qu'on faisait beaucoup de références à c'est pas la première fois qu'on faisait des références à des groupes, on n'avait pas de lien, c'était pas clair ce qui se passait. On s'est dit peut-être qu'il y a une façon de mieux structurer ce lien-là pour des organismes comme nous, qui reçoivent dans le fond des personnes immigrantes, toutes statuts confondus, de l'ensemble de l'île de Montréal, à des ressources spécialisées en fonction des besoins des gens. Alors, c'est un peu la nature des origines pour nous. C'est dans ce sens-là qu'on voulait se positionner. Puis on pensait effectivement que ça va être intéressant. On est quand même un organisme qui croit énormément au potentiel de l'entrepreneuriat immigrant et voulait mettre un peu plus de ressources et de temps pour mieux s'assurer que les gens intéressés par cela pouvaient avoir un lien plus fructueux avec les ressources existantes. Merci Delphino. Donc, ensemble, on est remonté dans le temps, hein, dans les prémices du projet. Maintenant, si on se projette dans l'avenir, en fait, en quoi votre participation au projet, en quoi la collaboration a permis à l'organisme Promis de préciser son positionnement? Vous en êtes où aujourd'hui? Puis, quelle est l'offre de service, au fond, qui vous caractérise? Okay, premièrement, où est-ce qu'on en sommes? Écoutez, on est mieux outillés en plusieurs sens. Je pense que c'était important de mieux regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire, de mieux situer notre rôle, de mieux le baliser, mieux connaître l'écosystème, hein, les différents acteurs, leur mandat, leur mode de fonctionnement, le référencement qu'on peut faire, voir un peu aussi la façon dont on pouvait mieux clarifier notre forme d'accompagnement en amont, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mieux structurer les étapes et arriver à un moment où ce qu'on pouvait avec l'usager dire comment on peut aller de l'avant. Alors, ces éléments-là ont été fort importants pour nous dans qu'est-ce qu'on a pu ressortir du projet jusqu'à date.
on est prêt quand même à lancer ce nouveau volet, je ne parle pas encore de service, qui est intégré à notre service d'établissement en région et d'aide à l'emploi. On a comme quelques roulements de personnel, mais on pense que ce printemps, on sera plus en mesure de l'afficher d'une façon plus ouverte et s'assurer que les gens intéressés, mais pas encore positionnés sur un projet, pourraient bénéficier d'un service en amont avec un coaching individuel. On ne fait pas des réunions de groupe nécessairement. Dans ce contexte-là, ça sera beaucoup plus individualisé pour amener la personne à personne à cheminer un peu et par la suite, effectivement, travailler avec des personnes beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus connaissantes dans le domaine que nous. Alors, on est rendu là, mais je peux juste un mot à dire. On a été quand même, on participe avec Entreprendre ensemble, qui a été mentionné tout à l'heure par Simou de Montréal-Nord, de la Ville de Montréal, où on fait des liens avec le même type de clientèle, mais là, on est dans un contexte de réunir des gens en plus en groupe avec l'École des entrepreneurs, mais on ouvre la porte à ces gens-là qui veulent aller plus loin, mais pas encore certains, à revenir à premier pour peut-être être plus suivis au plan individuel et par la suite, comme on dit, quand ils vont être plus prêts, assurer qu'ils vont avoir un lien plus solide avec les ressources établies. Voilà. Delphino, merci beaucoup pour ton intervention, mais plus fondamentalement, je dirais pour ton leadership et ta précieuse collaboration tout au long du projet. Merci, Delphino. Je remercie la collaboration de tous les partenaires impliqués, évidemment l'IRIPI qui a été au cœur de cette recherche et les outils qui ont été développés. Alors, merci beaucoup. Merci, Delphino. Anne-Claude, à toi la parole. Je te laisse le soin de présenter notre prochaine invité. Et oui, le plaisir de présenter Paola Cardona, qui est conseillère en démarrage d'entreprise à PME Montréal Centre-Est. Bienvenue, Paola. Alors, Paola a été impliquée vraiment tout au long de la recherche, de la recherche-action, notamment auprès des personnes immigrantes, parce que c'est elle qui leur a fait vivre des expériences d'accompagnement, et aussi dans la communauté de pratique, donc au moment où on a vraiment co-construit les outils. Donc, elle a été vraiment d'une précieuse, elle s'était impliquée à 100%. Merci, Paola. Et puis, j'aimerais déjà te demander quelles étaient les intentions initiales de PME Montréal pour participer à la démarche d'innovation. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu la chance de t'avoir parmi nous, en fait? Merci beaucoup, Anne-Claude, de la question et de l'invitation aujourd'hui. En fait, PME Montréal a pour mission d'accompagner et développer le financement des entrepreneurs montréalais. Et ça, je peux le dire comme ça, de manière inclusive. On remarque quand même une certaine timidité des personnes immigrantes à frapper notre porte. Donc, justement, une des raisons qui nous a poussé à participer à ce programme spécial de mieux comprendre les réalités, les défis, le parcours des personnes immigrantes et en même temps de leur donner la chance de savoir que s'ils souhaitent se lancer en affaires, ils peuvent le faire et qu'ils en auront accès à toutes sortes de ressources leur permettant de développer leur projet entrepreneurial. Également, la démarche en soi de développement collaboratif qui fait d'ailleurs partie de l'ADN de PME Montréal. C'était une démarche très attrayante pour nous. Donc, le fait de pouvoir collaborer ensemble avec d'autres partenaires complémentaires pour pouvoir trouver des solutions innovantes, de nous positionner aussi comme un acteur incontournable dans l'intégration économique des personnes immigrantes, c'était vraiment un bon défi. Et c'est d'autant plus pertinent lorsqu'on sait que 38% des personnes immigrantes à Montréal ont l'intention de se lancer en affaires et que seulement 17% d'entre eux prennent le risque et de s'aventurer dans la démarche. Donc, on a eu l'intention simplement de rappeler que PME Montréal est là pour accompagner toutes ces personnes-là ayant ou pas encore entrepris leur démarche. Merci, Paola. Puis, quels apprentissages as-tu retirés de ce parcours? Quelle surprise peut-être as-tu eu aussi durant ce parcours? Quand le projet nous a été présenté, Anne-Claude, depuis le début, on a souhaité jouer un rôle actif au sein de la cohorte de Living Lab et puis le faire vivre à toute cette clientèle-là une expérience immersive, que ce soit à travers les différents ateliers qu'on a proposés jusqu'à la visite en entreprise qu'on a réalisée pour partager les expériences vécues d'un entrepreneur issu de l'immigration. Ce que j'en retire de l'expérience, en fait, je constatais et réaffirmais
que le potentiel entrepreneurial est déjà fort et présent chez les personnes qui en ont vécu d'immigration. Donc, il faut juste les amener aux bonnes ressources, au bon moment pour faire en sorte que cette flamme entrepreneuriale ne s'éteint pas. Également, je peux dire que j'ai ressenti une forte détermination et un engagement très poussé de tous les participants lors des activités proposées. J'ai eu que des plaisirs auprès de ces gens-là, les avoir bien motivés, passionnés tout au long de leur parcours. Et finalement, ce que je retiens, que les personnes issues de l'immigration sont la force tranquille de notre métropole. Il suffit juste de se promener pour une des grandes artères commerciales, au marché Jean Talon, par exemple, pour voir et constater la diversité, la mixité de ces commerces, de ces commerçants. Donc, d'ailleurs, je peux dire que je ne serai pas surprise de recroiser prochainement un de nos membres de la cohorte, que ce soit pour de l'accompagnement en démarrage ou bien pour les soutenir dans leur croissance. Merci Paola. J'aime ton expression, la force tranquille, hein. Ça nous ramène à notre question de départ de Louis. Est-ce que nous sommes des catalyseurs pour cette force tranquille? Est-ce qu'on va contribuer à leur animation ou est-ce qu'on va être des inhibiteurs? Merci Paola pour ce témoignage. C'est plaisir. Alors Jérémy, je pense que c'est Gustavo qui va Voilà, alors je poursuivre. reprends le bâton de parole. Merci Anne-Claude. Alors, je suis très ému en vous présentant notre prochain invité, hein. On a l'immense privilège d'accueillir Gustavo Valencia, hein, qui est entrepreneur d'origine immigrante et qui a été l'un des principaux contributeurs à titre de membre de la cohorte, hein, dans le cadre du projet Living Lab. Gustavo, mille merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent ici aujourd'hui. Mille merci à vous pour l'invitation. Alors, Gustavo, oui. Oui, alors, simplement pour remettre les choses un petit peu en contexte, Gustavo, je l'ai dit, tu as pris une part très active, hein, dans le cadre du projet Living Lab, à travers les différentes activités du projet, à la fois comme usager des services d'accompagnement, mais aussi comme collaborateur dans la démarche de co-création de l'innovation et des outils. J'avais envie de te poser une question, Gustavo. Quelles ont été, au fond, les formes d'impact de ta participation à la démarche du Living Lab sur ton processus d'intégration à la société québécoise, mais également dans ta démarche de création d'entreprise? D'accord. Et c'est nécessaire beaucoup de temps pour parler de ça. Mais je vais faire les choses plus rapides. En 2 minutes, je pouvais dire ça. Les choses très importantes que ça m'a apporté le Living Lab, l'expérience Living Lab, c'est en première la meilleure compréhension de l'écosystème entrepreneurial québécois, parce que ce n'est pas la même chose le système anglophone qui habite au Canada que la culture québécoise. Ça, c'est une chose très, très intéressante. Ça ouvre les portes vraiment à l'entrepreneurial si tu comprends les cadres des valeurs québécois et les valeurs et l'importance de la langue française. C'est ça une des premières portes d'entrée. Et la deuxième, je pouvais dire que définir un bon modèle d'affaires, c'est très important en relation, en connexion avec cette cadre de valeurs. Un modèle d'affaires qui te permet de participer dans la société, c'était accueillant par la société, c'est très bon. Et la troisième chose qui m'a aidé Living Lab, c'est pour améliorer mon réseau professionnel et personnel, parce que c'est une chose que, par exemple, à Mexique, ce n'est pas une chose très habituelle, le réseautage. Faire le réseautage pour le même réseautage, c'est tout un défi, un art, que c'est très important de bien comprendre. Parce qu'à le début, comme immigrant, quand les personnes t'ont dit que c'est nécessaire de faire réseautage, on pense que faire réseautage, c'est parler avec tout le monde, et donner la carte d'affaires à tout le monde, et partager l'idée. Mais non, vraiment, c'est nécessaire comprendre ton idée, comprendre tes valeurs
comprendre les cadres québécois, comprendre l'importance de la langue et après ça, comprendre les petits messages que ça donne dans un réseautage. Et après ça, faire un réseautage qui te permet de faire un réseau qui était en lien avec tes valeurs, les valeurs de ton entreprise et comment est-ce que tu vas faire un kiff-kiff. Qu'est-ce que je dis? Comment est-ce que tu vas obtenir un support pour ton idée et en même temps que c'est les valeurs ajoutées que tu vas donner à la société. Ce sont les trois principales choses que l'expérience Livilla m'a donné. Et après ça, tout était complètement rapide pour ouvrir mon entreprise et commencer mes opérations dans le secteur de la promotion et le développement des compétences interculturelles pour les jeunes. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Gustavo. Merci pour ton intervention aujourd'hui, pour ton témoignage et plus largement, merci pour ta précieuse contribution dans le projet également. Anne-Claude, je te repasse la parole. Merci. Alors, on va accueillir Donia Akel, qui est conseillère en emploi au CJE de l'Ouest de l'île et qui a pris part vraiment aux communautés de pratique, qui s'est impliquée aussi pour réfléchir à comment mieux répondre aux besoins des personnes immigrantes, puis aussi à comment l'intégrer à leurs pratiques actuelles. Parce que, comme on l'a dit, les organismes, les conseillers qui vont avoir à accompagner ces personnes immigrantes dans leur réflexion ont déjà des pratiques qui vont peut-être plus emmener vers l'emploi et la formation. Donc, c'est comment intégrer ça dans leurs propres pratiques. Alors, Donia, suite à ta participation, quels apprentissages, toi, tu as retenus de ton côté et puis peut-être que tu as inclus dans ta pratique? Bon, ben, premièrement, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour ce colloque qui est très intéressant jusqu'à présent, qui termine bientôt. En fait, ça m'a permis de définir mon rôle dans tout ça, de savoir donner les bonnes clés et les bons repères à la personne immigrante que je vais accompagner pour être capable de bien l'accompagner en fait avec les différents services qui s'offrent pour faciliter son intégration. Je trouve que c'est important et rassurant pour la personne que j'accompagne de savoir que j'ai les bonnes clés et que je peux la diriger au bon endroit selon ses besoins, la rendre plus à l'aise dans le système et aussi lui permettre d'avoir une certaine confiance dans tout le processus. C'est important aussi d'être bien outillé en tant que conseillère pour pouvoir accélérer efficacement le parcours de cette personne immigrante. Si on est capable de bien outiller la personne, de lui donner les bonnes clés, les bons repères, c'est aussi c'est aussi l'encourager dans son processus. Si elle se sent perdue, elle sent qu'on n'arrive pas à bien l'outiller, elle peut décourager très vite au départ. Puis c'est pas ça qu'on veut, c'est au contraire, garder sa motivation puis l'encourager dans tout ça. Ah oui, merci Donna. C'est vraiment la posture de coach, hein, de maintenir la motivation, d'encourager, d'être là et d'avoir un lien de confiance aussi, comme tu l'as mentionné. Puis par rapport à l'expérience dans la communauté de pratique, parce que c'est quand même une expérience particulière où là, on travaille avec d'autres. Qu'est-ce que tu retires de cette co-conception, de cette co-conception ensemble? Ben, en fait, c'est intéressant de savoir c'est quoi les différentes ressources qui sont disponibles, qui fait quoi dans tout ça pour être capable de réunir tous ensemble nos expertises. Si on est capable de bien travailler ensemble, ça va nous permettre d'assurer une continuité dans l'accompagnement de la personne parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est dommage quand on accueille une personne, si on sent qu'on n'a pas toutes les ressources, aller l'envoyer ailleurs et cette personne doit réexpliquer sa situation, ça peut venir la démotiver dans son processus, puis elle peut arrêter très vite. Tandis que si on reçoit la personne, on lui explique notre rôle à nous, puis ensuite les prochaines étapes qui l'attendent, pour la personne, c'est très encourageant dans son projet. Ah, merci Donna. Donc, l'assurer la continuité, hein, toujours garder la personne au centre, hein, c'est elle Exactement, oui. Oui, et de faciliter son cheminement. Merci Donna, merci encore aussi pour ta participation à nos communautés de pratique. Merci, j'ai voulu faire ça en 2 minutes et moins, donc. Bravo! Merci.
Alors, Jérémy, dernier tour de bâton. Merci Anne-Claude. Alors, pour couronner le tout, nous accueillons maintenant Nada El-Kouzi, qui est directrice régionale pour Montréal et Laval de la Coopérative de développement régional du Québec. Nada, merci mille fois de ton engagement dans le projet. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. En collaboration avec tes collègues, hein, je pense en particulier à Othman et à Nathalie, que je remercie au passage, tu as joué un rôle fondamental dans l'intégration de la perspective collective, en fait, à toutes les étapes du deuxième projet et en particulier dans l'enrichissement de l'approche et des outils d'intervention. Nada, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quoi consistent les avantages de la formule coopérative et peut-être plus largement sur l'entrepreneur collectif pour les entrepreneurs issus de l'immigration? Et comment, hein, c'est la deuxième et dernière question que je voudrais te soumettre, Nada, comment le projet a permis de mieux faire comprendre et peut-être aussi de concrétiser ces avantages? Alors, merci, Jérémy, pour l'invitation. Tout d'abord, une coopérative est une entreprise qui regroupe plusieurs personnes. Donc, en choisissant, au fond, de se lancer en affaires via ce modèle, les entrepreneurs immigrants vont partager avec d'autres personnes tout le travail, toute la réflexion, les tâches associées à l'élaboration de leur projet. Ils mettent en commun leurs ressources pour la réussite du projet, que ce soit au niveau des compétences, des connaissances ou même de leur expérience. Ils partagent le risque associé à tout projet entrepreneurial, ce qu'on appelle la charge mentale aussi. Ils partagent aussi les résultats et les bénéfices de la coopérative selon leur implication dans le projet. Donc, ils partagent évidemment, bien évidemment, c'est une entreprise démocratique, la coopérative, toute la prise de décision. Donc, c'est vraiment un modèle d'entreprise qui est porteur de valeurs universelles très intéressantes comme la démocratie, l'égalité, l'équité, la solidarité. Puis c'est des valeurs qui sont quand même très, très chères aux immigrants et qui vont faciliter leur intégration à travers ce modèle d'entreprise. Donc, à travers ces différents modèles, la coopérative va répondre à différents besoins. Donc, créer son propre emploi, mutualiser des biens et des services, soutenir sa communauté. On l'a vu ce matin avec M. Cisneros, les intentions pour entreprendre chez les immigrants sont très élevées par rapport aux natifs, mais on a vu aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles comme l'absence d'un réseau dans leur pays d'adoption, l'absence d'un historique de crédit, la méconnaissance de l'écosystème d'accompagnement, des différents programmes. L'entrepreneuriat collectif va permettre d'atténuer ces obstacles en venant combler vraiment ces lacunes à travers l'association avec d'autres personnes dans la réalisation de leurs projets. Donc, ils bénéficient de tout un écosystème d'accompagnement et de financement grâce à différentes mesures, des programmes mis en place, entre autres, dans le cadre du plan d'action gouvernemental en économie sociale. Donc, et pour répondre à ta deuxième question, Jérémy, comment le projet a permis de mieux faire comprendre? Tout d'abord, le projet de recherche-action qui a été mené par l'IRIPI a permis de créer des ponts entre les organisations d'accompagnement à l'entrepreneuriat collectif et les organisations qui accueillent et orientent les immigrants. Alors, ça a permis tout d'abord d'informer ces organisations de l'existence de l'entrepreneuriat collectif coopératif comme une autre option entrepreneuriale. C'est vrai, moins connu que l'entreprise conventionnelle, mais avec des avantages indéniables. Alors, la collaboration de notre organisation avec le PROMI, avec les Carrefour Jeunesse Emploi, notre participation à la communauté de pratique a permis le transfert d'informations sur l'entrepreneuriat collectif, mais aussi le transfert de certaines compétences entrepreneuriales vers les conseillers en emploi pour mieux les outiller, pour identifier chez leur clientèle le profil vraiment favorable à l'entrepreneuriat collectif, pour orienter les immigrants dans leur réflexion entrepreneuriale. Donc, le projet a permis aussi de développer des outils concrets. On l'a vu avec la présentation de Anne-Claude, pour vraiment bien soutenir l'intervention des conseillers en emploi qui n'ont pas nécessairement une expérience, une expertise en entrepreneuriat. Alors, bien sûr, nous, on souhaite très fort que ces collaborations se poursuivent au-delà du projet de recherche. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps, Jérémy, mais je pourrais parler des heures des avantages du modèle coopératif. Mission accomplie, Nada. Merci beaucoup. Écoutez, c'est déjà malheureusement la fin de notre colloque. Hein? Jérémy, oui. même si on est juste dans le temps, je vais juste peut-être souligner aussi la participation de Marie-France Robitaille, du CESIM aussi, aux communautés de pratique qui aussi ont eu un apport aussi très important. Puis bon, on n'a pas eu la chance de les avoir sur notre panel là, mais je souhaite souligner aussi cette contribution. Merci, Anne-Claude.
Donc, je tiens une nouvelle fois à remercier notre public qui est venu nombreux ce matin et tous nos invités qui ont accepté de nous partager avec générosité, avec courage, leur lumière et leurs pistes de réflexion. Je voulais aussi, avant d'oublier, vous annoncer, puisque la question nous a été posée aussi là, sur la fenêtre de clavardage, donc la synthèse de la démarche et des résultats de la recherche sera publiée sur le site de l'IRIPI au cours de la prochaine semaine, en fait. Le lien vers cette publication vous sera acheminé par courriel, en fait. Toutes les personnes inscrites au colloque le recevront au courant de la semaine prochaine. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que si vous souhaitez en savoir davantage sur ces projets ou nos autres réalisations dans le champ de l'entrepreneuriat, eh bien, je vous invite à nous contacter directement. Et j'espère que vous avez apprécié la programmation que nous avons concoctée et que nous vous avons proposée ce matin. À ce propos, nous vous ferons parvenir un sondage de satisfaction. Alors, merci d'y répondre. Votre rétroaction nous permet d'améliorer en fait notre formule et nos activités.